Hi everybody. Salut tout le monde. I was waiting for this. Hi everybody. Today's Nous sommes le samedi 20 décembre 2025 et notre cher ami Marc Sloboda est avec nous. Bon retour parmi nous, Marc. Nima, merci de m'avoir invité. C'est toujours un honneur et un plaisir de participer à Dialogueworks. Please hit the like button and follow Mark on his Veuillez cliquer sur le bouton j'aime et suivre Marc sur son compte Boosty, boosty.to/therealpolitik. Vous pouvez y aller et vous abonner à son compte sur Boosty. Beaucoup de gens ne connaissent pas Boosty, Marc. Qu'est-ce que Boosty? Et Mark, what is Boosty? And Boosty is a Oui, Boosty est un Patreon à l'épreuve des sanctions. Je suis un Russe vivant en Russie, donc je suis soumis aux sanctions occidentales, ce qui signifie que toutes les plateformes habituelles, YouTube, Substack, Patreon, Buy Me a Coffee, ne fonctionnent pas pour moi. Mais Boosty est essentiellement un clone de Patreon qui résiste aux sanctions. C'est pour cela que je mets tout mon contenu là-bas. Je fais beaucoup de contenu exclusif. Des heures et des heures chaque semaine, qui n'est disponible que là-bas. Mais je publie aussi tout le reste, accessible à tout le monde. Donc tu vois, peut-être que tu y jettes un œil et que tu décides finalement de m'envoyer quelques roubles. Ça marche. throw a few rubles my way. That works. yeah. Mark, let's start Oui. with Marc, commençons par la situation actuelle du conflit en Ukraine. En tenant compte de ce que Marco Rubio a dit dans ses derniers commentaires sur le conflit, laisse-moi te faire écouter cela. Let me put it out, play it out for you. The United States is engaged in this. The president said Les États-Unis sont engagés dans cette affaire. what I think Le président dit cela, et je vais traduire ce que je pense qu'il essaie de vous dire à travers tout cela. Je pense qu'il a été assez clair à ce sujet. Ce n'est pas notre guerre. C'est une guerre sur un autre continent. Nous avons des intérêts, nous avons une implication dans cette guerre, mais ce n'est pas notre guerre à proprement parler. Mais on nous a dit par tout le monde, et je pense que tout le monde serait d'accord, qu'il n'y a qu'une seule nation sur Terre, une seule entité sur Terre, qui puisse réellement parler aux deux camps et déterminer s'il existe un moyen de mettre fin à cette guerre pacifiquement. Et cette nation, ce sont les États-Unis. Nous avons investi beaucoup de temps et d'énergie au plus haut niveau de notre gouvernement. a lot of energy at the highest levels of our government. I believe, President Trump has had more meetings. Je crois que vous savez, le président Trump a eu plus de réunions avec des dirigeants étrangers et d'autres responsables au sujet de la guerre en Ukraine que sur tout autre sujet, y compris le commerce. Il y a consacré beaucoup de temps. Steve et Jared y ont consacré du temps. J'y ai consacré du temps. Le vice-président, le secrétaire à la Défense, le secrétaire au Trésor et d'autres y ont consacré une quantité considérable de temps et d'énergie. Ce que nous essayons de déterminer ici, c'est ce avec quoi l'Ukraine peut vivre et ce avec quoi la Russie peut vivre. En somme, identifier les positions des deux parties et voir si nous pouvons les rapprocher vers une forme d'accord. See if we can sort of drive them towards each other to some agreement. Wars end generally in one of two ways. Les guerres se terminent généralement de deux manières, par la reddition d'un camp ou par un accord négocié. Nous ne voyons pas de reddition se produire de sitôt, ni d'un côté ni de l'autre. Donc seule une solution négociée nous donne la possibilité de mettre fin à cette guerre. Un accord négocié exige deux choses, que les deux parties y trouvent leur compte et que les deux parties fassent des concessions. Nous essayons de déterminer ce que la Russie peut offrir et ce qu'elle s'attend à obtenir, ce que l'Ukraine peut offrir et ce qu'elle s'attend à obtenir. En fin de compte, la décision appartiendra à l'Ukraine et à la Russie. Elle n'appartiendra pas aux États-Unis. Up to Ukraine and up to Russia. It will not be up to the United States. And of course, what they get, it depends on. Et bien sûr, ce qu'ils obtiennent dépend de la réalité sur le champ de bataille. Et Marc, voici ce que nous avons appris il y a environ 8 heures. Un avion cargo est arrivé en Pologne, en provenance des États-Unis, avec plus de 80 tonnes de matériel militaire américain. Et il ne s'agit pas seulement de cet avion-là. Il continue d'arriver encore et encore.
Et cela se poursuit. Le soutien va à l'Ukraine. Ce n'est pas autant que ce que fournissait l'administration Biden, mais il continue de soutenir le gouvernement ukrainien. Quelle est ton opinion sur ce qui se passe? Oui, c'est assez malhonnête de la part de Marco Rubio de dire ça. Surtout parce que je suis assez vieux pour me souvenir, je ne sais pas si toi Nima, tu t'en souviens, du début de l'administration Trump, quand Marco Rubio avait admis que le conflit en Ukraine était une guerre par procuration des États-Unis contre la Russie. Je veux dire, je m'en souviens. Les médias ont une mémoire de 15 minutes et tout leur échappe aussitôt. Mais moi, je me souviens que Marco Rubio avait dit ça. Donc le fait que la Russie soit disposée à parler avec les États-Unis et qu'elle accepte, au moins dans une certaine mesure, de laisser les États-Unis jouer à ce jeu sous ce faux semblant d'arbitre tiers, c'est simplement de la patience russe. C'est la Russie qui se montre disposée à traiter avec les États-Unis et à comprendre qu'elle souffre de toutes sortes, disons, d'insécurité sociale et psychologique qui l'empêchent d'être honnête, sauf lors de ce rare moment où elle a reconnu son rôle exact ici. Cela dit, la Russie a toujours été claire. Elle a des objectifs à atteindre dans l'opération militaire spéciale. Ces objectifs n'ont pas changé d'un iota depuis le début, sauf qu'ils sont devenus plus difficiles. La Russie est en train de gagner sur le champ de bataille. Je reconnais qu'il n'y aura probablement pas de reddition du régime de Kiev dans un avenir proche. Mais je pense aussi que le gouvernement russe estime qu'une victoire militaire est possible à moyen terme. Ils voient une issue à ce conflit. Ils ont confiance en leur position. Ils sont convaincus d'avoir suffisamment affaibli l'armée du régime de Kiev dans cette guerre d'usure pour que la situation penche clairement en leur faveur. Ils sont convaincus d'avoir épuisé le potentiel militaire stocké de l'OTAN au point que les réserves sont vides et qu'il ne reste qu'une faible production mensuelle, comme cet avion que tu as vu, pouvant être livré au régime de Kiev pour maintenir le conflit. Rien de tout cela ne changera le sort du champ de bataille. C'est pourquoi nous avons entendu, la semaine dernière, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, en quelque sorte le mauvais flic du ministère russe des Affaires étrangères. Chaque fois qu'il faut défendre une position dure, c'est lui qu'on appelle. Et il l'a clairement dit, il n'y aura aucune concession. La Russie n'a pas à en faire car elle est en train de gagner. Trump l'avait d'ailleurs remarqué il y a quelques semaines. Trump actually caught this a few weeks ago. And it was a gotcha question by a journalist. C'était une question piège d'un journaliste sur le type de concession que la Russie serait prête à faire. Et Trump a en fait répondu que la concession que la Russie ferait serait de ne plus prendre d'autres terres ukrainiennes. Une fois qu'elle serait satisfaite, une fois qu'elle aurait obtenu tout le reste de ce qu'elle veut. Et c'est en somme là où on en est. Nous avons également entendu, la semaine dernière, l'ambassadeur de Russie au Royaume-Uni dire que la Russie n'était pas ravie de tout ce discours présentant l'ensemble comme un accord. Ils estiment que c'est, disons, un peu trumpien, un peu dévalorisant pour un processus de négociation, n'est-ce pas? Et il faut le dire, du point de vue des Russes, le processus de négociation avec les États-Unis pour mettre fin à ce conflit, car, en fin de compte, il doit se faire avec les États-Unis, n'a même pas encore réellement commencé. C'est comme ça qu'ils le ressentent, non? Ils ne croient pas que tout cela va se régler entre deux types, par une poignée de main dans une arrière-salle enfumée, un accord, un clin d'œil et un signe de tête, et que la Russie s'arrête ensuite. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La Russie et les États-Unis sont deux grandes puissances. Si tu veux dire que les États-Unis sont une superpuissance en déclin, très bien, ça me va. Mais quoi qu'il en soit, ce sont deux grandes puissances, et il existe un protocole établi, une histoire de relations depuis la guerre froide. Poutine a dit que
que ce protocole formulé et méthodique, consistant à travailler à travers des traités et des accords juridiques contraignants entre ces deux adversaires, ce n'est pas seulement ainsi qu'il veut faire les choses, c'est qu'il n'y a pas d'autre manière de le faire. C'est comme ça que cela doit être fait. Et la Russie ne fait pas confiance aux États-Unis plus loin qu'elle ne pourrait les jeter, n'est-ce pas? Mais elle exige au moins un certain niveau de traités et d'accords négociés qui offrent le plus haut degré de confiance possible dans cette situation. Donc, pour autant qu'ils soient concernés, ils ont été clairs. Ils s'attendent à ce que des équipes de professionnels s'assoient et examinent, dans les moindres détails, plusieurs questions différentes liées à ce sujet. Ils ont déjà essayé cela dans ces dispositifs mis en place par les États-Unis, où les États-Unis se présentent essentiellement comme un intermédiaire du régime de Kiev et les installent à la table. Et la Russie dit, très bien, si vous voulez traiter avec la marionnette ici, nous pouvons traiter avec la marionnette. Très bien. Même si nous savons que vous avez vraiment la main dans son postérieur, comme une marionnette à doigts, nous sommes prêts à jouer à ce jeu pour le bien d'un règlement diplomatique. Alors, très bien. Nous voulons mettre en place des équipes. Une équipe pour discuter de cette question, une autre pour discuter de celle-là. Vous prenez vos meilleurs éléments, nous prenons les nôtres, et nous commençons à avancer là-dessus. Et le régime de Kiev refuse de le faire, et les États-Unis semblent incapables. L'administration Trump, dans la mesure où la Russie commence à le comprendre, je pense que le Kremlin commence à le comprendre, les États-Unis sont tout simplement incapables de diplomatie. Ils sont incapables de mener une diplomatie au niveau que la Russie attend pour un règlement négocié, pour la fin de ce conflit. N'est-ce pas? D'une part, simplement sur le plan mental, l'élite de la politique étrangère américaine, le blob, n'est-ce pas, a vraiment évolué dans un climat de moments unipolaires depuis plusieurs décennies. Et institutionnellement, à ce stade, elle est incapable de se replacer, disons, dans un monde bipolaire. Vous savez, un adversaire traitant respectueusement avec un autre à ce niveau. Elle est tout simplement incapable de penser et de fonctionner de cette manière. Alors que la Russie, elle, n'a jamais oublié ses compétences, n'est-ce pas? Elles ont toujours été profondément ancrées chez les diplomates russes. Eh bien, il y a un autre problème. Pour la Russie, la diplomatie est un métier. On reçoit une formation et on travaille au ministère des Affaires étrangères. Alors qu'aux États-Unis, le secrétaire d'État est un apparatchik politique nommé à ce poste, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça fonctionne. Marco Rubio n'est pas un diplomate de formation. Ce n'est pas quelqu'un formé aux relations internationales. C'est un politicien, n'est-ce pas? Et c'est en partie ce décalage qui se produit toujours quand on voit des figures comme Sergei Lavrov traiter avec Mike Pompeo et les Anthony Blinken. Enfin, au moins Anthony Blinken, on peut dire qu'il connaissait les relations internationales, bien que baigné dans cet exceptionnalisme idéologique unipolaire. Et c'est un autre aspect du problème, assez évident. On ne peut pas vraiment parler des États-Unis comme d'un gouvernement, comme d'un régime. Et l'administration Trump, ou du moins un noyau restreint au sein de l'administration Trump, qui mène, disons, ce genre de diplomatie officieuse, ce n'est pas la même chose. Parce que si l'on parle de qui dans l'équipe Trump fait partie de ce cercle intérieur, eh bien, il s'agit de Trump, Vance et Witkoff, qui n'est pas un membre officiel du gouvernement américain et n'est ni diplomate de formation ni quoi que ce soit d'autre. Dan Driscoll a été entraîné là-dedans, mais il y a des rumeurs, ou plutôt des articles, dans les médias occidentaux, selon lesquels Pete Hegseth se serait fortement agacé que Dan Driscoll empiète sur ses prérogatives en tant que président. Dan Driscoll était secrétaire à l'armée,
et Pete Hegseth est secrétaire à la guerre. Secretary of the Army, and Pete Hegseth is the Secretary of War, and Hegseth. Et Hegseth s'est senti menacé par lui et a en quelque sorte essayé de l'écarter du processus. Mais en réalité, c'est à peu près tout. Le reste du gouvernement américain, le reste du blob, n'est-ce pas? Si l'on veut l'appeler ainsi, comme Ben Rhodes l'a fait, l'élite de la politique étrangère et de la sécurité des États-Unis, le soi-disant État profond, la bureaucratie permanente, le département d'État, les services de renseignement, le Pentagone, le complexe militaro-industriel, mais aussi les groupes de réflexion, les institutions, toutes ces grandes structures, tous s'opposent à un engagement avec la Russie dans le cadre d'un règlement négocié. Ils y sont opposés. Les deux partis au Congrès, les républicains comme les démocrates, s'y opposent. De nombreux membres de l'administration Trump, et je pense que cela inclut probablement Marco Rubio, étant donné qu'il est néoconservateur, s'y opposent. Les médias américains, en tant que quatrième pouvoir et acteurs politiques idéologiquement moteurs de ce conflit, comme un cocher qui fouette, y sont opposés. Il n'y a qu'une poignée de personnes autour de Trump. Et je pense que lui, Trump, considère ses membres de l'État profond, le blob, le département d'État, les services de renseignement, comme ceux qui, en théorie, devraient être les professionnels chargés de dialoguer avec les Russes de manière professionnelle dans ces négociations géopolitiques à enjeux élevés. Il les considère tous comme des alliés, idéologiquement compromis avec, si l'on veut l'appeler ainsi, l'exceptionnalisme occidental. Cette idéologie messianique et suprémaciste qui a imprégné les élites dirigeantes des États-Unis et de l'Union européenne d'une conviction selon laquelle elles sont structurellement, socialement et surtout moralement supérieures à tous les autres peuples du monde, en particulier à la Russie. Et donc, tout ce qu'elles font en politique étrangère, aussi atroce que ça puisse être, est justifié, n'est-ce pas? Parce qu'au fond, ce sont les gentils et tous les autres sont les méchants. Elles ont une véritable démocratie, n'est-ce pas? Alors que la Russie n'a pas de véritable démocratie. Donc nous sommes les gentils, ils sont les méchants. Et cela vaut plus ou moins pour tout le monde, non? Et encore une fois, ils ne croient pas au compromis, parce qu'ils considèrent cela comme une offense à la morale, parce qu'ils se pensent moralement supérieurs. Donc ils estiment qu'ils ne devraient pas faire de compromis, qu'ils ne devraient pas faire de concessions aux Russes, car ce serait mal. C'est une vision enfantine, caricaturale, puérile, manichéenne du monde. En ce moment, les Européens ont cette attitude encore plus marquée que les États-Unis, ne serait-ce que parce que Trump est au pouvoir et qu'il s'est entouré d'un petit cercle. Donc, Trump a choisi des personnes pour mener ces négociations, n'est-ce pas? Witkoff, qui est promoteur immobilier, et son gendre, Jared Kushner. D'accord, au moins pendant un certain temps, Dan Driscoll a été impliqué, car bien qu'il ait un passé militaire, il est essentiellement un loyaliste politique de J.D. Vance et de Donald Trump. Et il avait moins cette manière de penser idéologique, cette cécité idéologique. C'est pour cela qu'il utilise ces personnes parce qu'il ne fait pas confiance aux gens de l'État profond. D'accord, et cela, je peux le comprendre. Le problème, ensuite, c'est que les seules personnes qu'il utilise pour les négociations sont des amateurs complets, professionnellement incapables de faire de la vraie diplomatie ou de vraiment comprendre ces questions. C'est donc un peu un cercle vicieux. On ne peut pas faire appel aux professionnels, car ils vivent tous dans ces contraintes idéologiques. Ils sont totalement opposés à l'idée même de rechercher un règlement négocié, à toute mesure qui accorderait la moindre concession à la Russie en tant que véritable partie gagnante. D'un autre côté, il y a Kushner et Witkoff.
dont le plan en 28 points ressemble essentiellement à quelque chose que 2 étudiants d'université, et même pas des étudiants en master, auraient griffonné au dos d'une serviette dans un iChop ou un Cracker Barrel quelque part, tôt le matin, n'est-ce pas? Je veux dire, voilà le plan en 28 points. Les Russes le regardent et se disent « Oui, ce sont quelques bons arguments, mais ce n'est pas un accord, n'est-ce pas? Ce n'est pas un traité. Nous n'avons même pas négocié entre nous, n'est-ce pas? » Les Russes continuent de se référer à LA. Mais cela correspond tout à fait à la nature des négociations entre les deux parties. La plupart des négociations, dans la mesure où elles ont eu lieu, se sont déroulées entre les États-Unis et l'Union européenne, principalement avec les États membres, pas tellement avec la Commission européenne ou quoi que ce soit de ce genre, et le régime de Kiev. Ils s'y opposent. Tout cela tourne en rond, encore et encore. Trump propose un accord, Zelensky dit « Oui, c'est très bien », puis « Nous ne sommes d'accord sur rien, nous allons tout réécrire. » N'est-ce pas? Ensuite, il recommence et le présente aux Russes. Et les Russes se disent qu'ils ne l'ont même pas reçu de manière officielle. Ils ont dû le récupérer sur Telegram ou quelque chose comme ça. Les Russes lèvent simplement les yeux au ciel et disent « Oui, ce sont de très jolis éléments de langage pour que nous commencions réellement des négociations. Êtes-vous prêts à commencer les négociations? » Et les États-Unis retournent vers l'Union européenne et le régime de Kiev et recommencent à se disputer. Ça tourne en rond encore et encore. Et la Russie dit « Alors, vous avez enfin réussi à vous organiser, là-bas. » N'est-ce pas? Voilà où on en est. Apparemment, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que l'administration Trump devrait avoir une énorme influence sur le régime de Kiev et sur les Européens pour les remettre en ligne, ce n'est pas le cas. Ou si c'est le cas, eh bien, quand l'enquête pour corruption menée par le NABU s'est soudainement ouverte, je pense que la plupart des gens y ont vu, à juste titre, un feu vert venu des États-Unis, allumé, puis éteint, puis rallumé et éteint encore. Parce qu'ils ont mis tout cela en place, ils les ont créés comme moyen de pression, n'est-ce pas? Ils savent que tout le monde dans le régime ukrainien est corrompu, non? C'est simplement leur manière de faire des affaires. Mais cela leur donne tout le compromat dont ils ont besoin sur tout le monde, en théorie, pour exercer des pressions. Et nous l'avons vu, ils ont forcé Yermak à démissionner. Ils le considéraient comme un obstacle, n'est-ce pas? Et ils l'ont éliminé. Mais est-ce que cela a changé la position de Zelensky dans cette affaire, même légèrement? Non. Je veux dire, il refuse toujours toute concession territoriale, y compris Donbass, like sip to the rest. L'OTAN? Le jour où il a parlé de l'OTAN, ils vont pas se retirer de l'OTAN. Et il refuse d'abandonner la poursuite de l'adhésion à l'OTAN. Je veux dire, ce sont les deux plus grandes, les plus fondamentales des exigences de la Russie. Tu vois, ces objectifs pour l'opération militaire spéciale. Il y en a d'autres, n'est-ce pas? On ne parle même pas de démilitarisation ni de dénazification. Je préfère appeler cela la débandérisation, tu vois? Les droits des russophones dans le reste de l'Ukraine, l'Église orthodoxe ukrainienne, mettre fin au pogrom contre celle-ci, tu vois, toutes ces autres choses. Nous parlons simplement des deux points les plus fondamentaux. Ils refusent. La position de leur régime n'a pas changé d'un iota. Et apparemment, l'administration Trump, malgré une position qui devrait lui permettre d'en tirer parti, est incapable de le faire. Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle elle n'y parvient pas, c'est que finalement, le reste du gouvernement américain, à part ce petit groupe de personnes peu professionnelles autour de Trump, y est opposé. Ils ne sont donc pas en mesure d'utiliser correctement les leviers dont ils disposent réellement. En réalité, le président des États-Unis et le petit cercle de personnes en qui il a confiance n'ont pas le pouvoir de modifier
la politique étrangère américaine de cette manière, d'exercer ses outils d'influence, ces moyens-là. right, to exercise those tools of leverage, those things. So they can't force. Donc, ils ne peuvent pas forcer le régime de Kiev. Ils ne peuvent pas forcer, encore moins les Européens, n'est-ce pas? Les Européens ont adopté une stratégie pour gérer Trump pendant son second mandat. Leur objectif principal est Trump n'est qu'un incident passager. Ils veulent simplement limiter les dégâts dans la relation transatlantique. Ils veulent empêcher la fracture transatlantique de s'élargir. Ainsi, chaque fois que Trump dit quelque chose, ils sont toujours d'accord, n'est-ce pas? Ils se plient, l'appellent papa, disent « Oh oui, c'est formidable, vous êtes si intelligent, monsieur Trump, vous êtes si intelligent, c'est tellement bien. » Et tout le reste, et ils ne le contredisent jamais publiquement. Puis ils s'en vont et font absolument tout pour saboter ce qu'il fait ou le manipuler, tout en gardant le sourire. C'est leur stratégie pour gérer Trump, et elle s'est révélée plutôt efficace. Et Trump en est incapable. Je pense que toutes ces raisons se rejoignent en une seule. Je crois que le Kremlin commence à comprendre que même si l'on pouvait capter son attention, disons, pendant ces 15 minutes de concentration avant qu'il ne parle à Kellogg ou à quelqu'un d'autre et change encore d'avis, même si l'on pouvait d'une manière ou d'une autre le forcer, je ne sais pas, lui mettre des œillères, le faire fixer un écran droit devant lui et le faire taire, l'empêcher que son déficit d'attention ou quoi que ce soit d'autre ne fasse évoluer sa position pendant les 15 minutes nécessaires pour qu'il signe un traité ou autre, il n'y aurait tout simplement aucun moyen de s'y fier, car le gouvernement américain, les gouvernements européens, personne ne le mettrait réellement en œuvre. Et je pense que les Russes ont essayé. Ils se sont engagés dans ce jeu diplomatique. Ils ont accordé aux États-Unis, selon leur point de vue, ce rôle étrange de prétendu arbitre tiers, faisant semblant de ne pas être réellement en guerre avec la Russie, ce qui est pourtant la perception russe. Mais leur attitude, c'est plutôt « Très bien, si c'est ce qu'il faut faire, si nous devons faire semblant, d'accord. Ok, je suis d'accord, tu es une femme. Bien sûr, comme tu veux, tant que nous pouvons faire ce que nous devons faire pour accomplir le travail, ou peu importe. » C'est ainsi que la Russie voit les choses. Mais je pense qu'ils ont fini par comprendre que les États-Unis, l'administration Trump, sont tout simplement incapables, que ce soit sur le plan professionnel ou dans leur capacité à coordonner leurs actions avec le reste du gouvernement américain, de mettre le régime de Kiev et les Européens au pas. Parce que les Européens peuvent tout faire échouer, n'est-ce pas? S'ils ne sont pas alignés, il leur suffit de continuer à armer le régime de Kiev. Rien ne peut être fait. Donc les Russes, tout en jouant à ce jeu diplomatique, je trouve cela extrêmement agaçant et épuisant à ce stade. Ce n'est pas très diplomatique, Marc, pour être honnête. C'est Wyckoff et Kushner qui voyagent en jet et tiennent quelques discussions. Je veux dire, c'est très bien. On peut appeler ça une communication officieuse. Mais pour les Russes, le véritable processus de négociation n'a même pas encore commencé. Et ils commencent à penser que les Américains ne sont pas capables de négocier au niveau requis, ni sur le plan professionnel, ni en ce qui concerne la capacité à faire accepter un accord par le reste de leur gouvernement, leurs alliés ou leurs vassaux. Donc, même s'ils ont joué le jeu, cela n'a pas changé ce qui se passe sur le champ de bataille, n'est-ce pas? La guerre d'usure continue, comme il se doit. Ils ont refusé tout cessez-le-feu, n'est-ce pas? Tout ce dernier accord de paix n'était en réalité qu'une nouvelle demande de cessez-le-feu, avec quelques concessions ajoutées, comme si les Russes allaient l'accepter pour cette seule raison. Mais c'est bien ce que c'était, au fond. Ce n'était pas un véritable règlement négocié
qui aurait satisfait les conditions de la Russie pour mettre fin au conflit. Ce qu'il proposait, c'était une cessation des hostilités, pas un accord de paix. Un gel du conflit le long des lignes de contact. Et la Russie a toujours refusé cela, à juste titre, car c'est son seul levier diplomatique pour obtenir ce qu'elle veut de l'Occident. Dès qu'elle relâche cette pression, tout est perdu, n'est-ce pas? C'est ainsi que fonctionnent les guerres. Et lorsque nous avons examiné les conflits précédents et leurs règlements diplomatiques, le Vietnam, la Corée, ou encore, disons, les négociations de la première administration Trump avec les talibans concernant la défaite et le retrait des États-Unis d'Afghanistan, il n'y a eu de cessez-le-feu pour aucun d'entre eux, n'est-ce pas? Les combats ont continué pendant des années, pendant la guerre du Vietnam et la guerre de Corée, alors même que les négociations se poursuivaient. Nous n'allons pas accorder un cessez-le-feu qui permettrait au régime de Kiev de se réarmer, aux Européens d'obtenir davantage d'armes américaines ou quoi que ce soit d'autre, de mobiliser de force encore 100 000 personnes environ, puis que la pression retombe et qu'ils disent « Ah, on vous a encore eu, n'est-ce pas ?» Vous savez, c'est comme dans cette vieille bande dessinée Peanuts avec Charlie Brown et Lucy. La petite fille qui tient le ballon de football. Elle le tient là pour que Charlie Brown s'approche et à chaque fois il sait, en courant pour le frapper, qu'elle va le retirer au dernier moment. Et elle dit « Non, 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 je te laisserai le frapper cette fois, n'est-ce pas ?» Et à chaque fois, il y croit. Voilà. La Russie n'acceptera pas un autre Minsk 1, Minsk 2 ou communiqué d'Istanbul, après toutes ces fois où on a gagné du temps pour se préparer à poursuivre le conflit. Et la Russie, jusqu'à présent, a résisté à tout cela de manière admirable. Peut-être que le Kremlin a enfin compris à qui il a affaire, à la fois dans le régime et en Occident. Mais ils n'ont pas relâché cette pression, car c'est tout ce qu'ils ont. Nous avons également entendu de plus en plus souvent Poutine affirmer qu'ils allaient bien, qu'ils atteignaient leurs objectifs militaires sur le champ de bataille. Et si cela ne peut pas se régler diplomatiquement, ce n'est pas grave. C'est en fait la direction qu'ils semblent prendre. Il vaudrait probablement mieux, selon eux, terminer les choses militairement sur le champ de bataille et simplement dicter les conditions à la fin du processus, aussi long soit-il, tant au régime de Kiev qu'à leurs soutiens occidentaux. Il n'y aurait pas d'autres options, aucune marge de manœuvre. Et nous avons encore entendu l'ambassadeur de Russie au Royaume-Uni dire, en somme, qu'il n'y aurait pas d'accord. Il a dit, nous devons commencer à parler de la reddition du régime de Kiev. Ainsi, Marco Rubio affirme qu'il n'y a aucune reddition en vue, tandis que les Russes commencent en réalité à dire, nous devons commencer à parler de reddition. Cela venait de l'ambassadeur russe au Royaume-Uni, et ce n'était ni un lapsus, ni une erreur. C'était dit intentionnellement. Et je pense que d'autres comme Lavrov laissent entendre la même chose. Je crois que tout le monde comprend que c'est là qu'ils en sont et qu'ils savent qu'ils n'obtiendront jamais l'accord des Européens sur quoi que ce soit. Au début de ce conflit, je crois qu'au Kremlin, on pensait pouvoir imposer un règlement négocié et qu'à la fin, il y aurait une sorte de retour à des relations économiques normales avec les Européens. Je pense qu'ils ont désormais compris que cela n'arrivera jamais, qu'il n'y aura jamais d'accord de sécurité commun, ni de nouvelle architecture de sécurité élaborée entre l'Europe, les États-Unis et la Russie. Cela ne peut se terminer que d'une seule manière. Si vous voulez appeler cela une nouvelle guerre froide, très bien. Mais il faut comprendre qu'elle n'est pas vraiment froide. Elle est chaude, n'est-ce pas? Peut-être devrions-nous plutôt l'appeler une guerre tiède. C'est ainsi que cela va se terminer. Il n'y aura aucune acceptation, n'est-ce pas?
L'Occident ne peut pas admettre, même à lui-même, la défaite, car cela signifierait la fin de l'hégémonie mondiale occidentale dirigée par les États-Unis. Et Trump ne cherche pas vraiment à s'éloigner de cette hégémonie, mais à redéfinir la manière dont elle est exercée. On le voit dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale à laquelle Elbridge Colby a presque certainement largement contribué en tant que sous-secrétaire à la politique au département de la guerre. J'appelle cela un repli et un redéploiement hégémonique, tout en poussant les puissances intermédiaires en avant. Nous allons prendre du recul par rapport au conflit actif avec la Chine dans le Pacifique et tenter de redéfinir notre relation comme une compétition économique, tout en gavant nos alliés de matériel militaire. While we're going to shove our proxies full of weapons, right? The US just signed off on the biggest Les États-Unis viennent d'approuver le plus grand contrat d'armement de leur histoire avec Taïwan. Aux Philippines, au Japon et en Corée du Sud, ils poussent leurs alliés à aller de l'avant là-bas, tout comme ils encouragent les alliés européens et les Ukrainiens face à la Russie. Ils soutiennent aussi les Israéliens, même si ceux-ci n'ont pas vraiment besoin d'être poussés, contre l'Iran au Moyen-Orient. Et les États-Unis se concentrent principalement sur l'hémisphère occidental, en jouant le rôle de fournisseur et de facilitateur pour tous les autres. C'est une idée qu'ils évoquent depuis un certain temps, en parlant d'une redéfinition de la division du travail, du partage du fardeau, en somme, de l'hégémonie. Et c'est ainsi qu'ils voient les choses. Je ne pense pas que les Européens soient vraiment satisfaits de cette redéfinition. Mais au fond, ils n'ont pas vraiment le choix tant que Trump est au pouvoir. Et en fait, nous avons entendu Zelensky commenter cela il y a seulement quelques jours. Il a dit oui, le gouvernement américain actuel ne veut pas que nous rejoignions l'OTAN, mais les dirigeants américains quittent leurs fonctions et meurent, et le prochain ne ressentira peut-être pas la même chose. Ce qui est wow. Je veux dire, est-ce que quelqu'un a vraiment fait remarquer cela à Trump? J'espère vraiment que oui. J'espère que quelqu'un a attiré son attention sur le fait que Zelensky parle de lui, soit comme d'une anomalie temporaire, soit comme d'un problème dont il faut littéralement se débarrasser. Parce que c'est exactement ainsi que c'est formulé. Et c'est pour cela qu'ils n'abandonnent pas la poursuite de l'adhésion à l'OTAN. Parce qu'ils savent que l'administration Trump est une parenthèse, et ils espèrent que le prochain président sera un autre Joe Biden ou un autre Marco Rubio, n'est-ce pas? C'est le but, Marc. C'est le but. Je pense que le cerveau derrière ce type de stratégie se trouve en Europe. Ce n'est pas Zelensky ni son administration qui pensent de cette manière. Non, non. Zelensky suit simplement les Européens. Bien sûr, oui. C'est pour ça que chaque fois qu'ils entament des négociations, les Européens doivent toujours être là pour tenir la main de Zelensky pendant la réunion avec Trump ou avec n'importe qui d'autre. Tu sais, ils refusent de le laisser rencontrer Trump sans une sorte de babysitter, un superviseur chargé de veiller sur lui. Donc oui, les Européens. Mais il y a aussi des gens au sein du gouvernement américain qui, tu vois, sont dans le même état d'esprit. Les Russes commencent à comprendre. Je veux dire, Poutine en a même parlé une fois, il y a des années, quand il a dit que les présidents américains arrivent au pouvoir en pensant qu'ils vont tout changer, qu'ils vont modifier la politique étrangère et faire les choses autrement. Mais ensuite, il a dit que, vous savez, les gens en costume noir avec des cravates bleues, ou peu importe, viennent lui expliquer les faits du monde et à quel point ses pouvoirs sont en réalité limités pour changer la trajectoire du Titanic. Et vous savez, le Kremlin comprend cela. Je pense qu'il commence à l'accepter. Il continue simplement sur le champ de bataille et maintenant il commence à parler de reddition. Ils ont compris qu'il n'y aura pas de retour à la normale, ni même à une demi-normale, avec l'Occident une fois que tout cela sera terminé. C'est pourquoi ils ne s'intéressent pas au G8. Ils ne s'intéressent pas à cela, n'est-ce pas?
Ils s'inscrivent dans une logique économique et disons dans une vision de l'avenir désormais tournée vers l'Est et le Sud global plutôt que vers l'Ouest. Je veux dire, il y a toujours eu cette idée que la Russie pouvait regarder à la fois vers l'Ouest et vers l'Est en même temps, puisqu'elle est le plus grand pays du monde, et qu'elle pouvait être le pont, ou disons, le passage entre l'Ouest et l'Est. On n'entend plus ce genre de discours aujourd'hui, n'est-ce pas? Désormais, c'est la Russie comme partie de l'Est ou du Sud global, n'est-ce pas? Vous savez, ils ne se voient plus comme la tête de cet autre oiseau, la tête de l'autre aigle, tournée vers l'Ouest, car la relation est devenue purement conflictuelle. Et l'administration Trump ne va pas changer cela. Je suis sûr qu'il y a, au sein de l'administration Trump, quelques personnes qui rêvent d'une sorte de meilleure relation avec la Russie, mais qui devrait toujours se faire selon les conditions américaines, pas russes. On pourrait leur jeter un os ou deux, et alors la Russie se rangerait à nos côtés contre la Chine. C'est le fantasme d'un très petit nombre de personnes, je pense, au sein de l'administration Trump. Bien sûr, cela n'arrivera jamais. La Russie n'est pas si stupide. Ils savent à quel point les États-Unis sont perfides, non? Ils savent que tout change d'une administration à l'autre. Tu vois, on arrive, on déchire tous les traités et tout ce qui a été fait avant, et que cette absence de continuité, même si un président pouvait être digne de confiance, il n'a qu'une durée de vie limitée, extrêmement limitée. Donc tout continue simplement sur le terrain. Et le jeu diplomatique, la Russie va continuer à y jouer, parce qu'ils sont, comme John Mearsheimer l'a dit dans une interview ces derniers jours, les seuls adultes dans la pièce, dans cette affaire, non? Oui, les Chinois sont les adultes dans la pièce, et les Indiens aussi. Mais entre la Russie, le régime de Kiev, les Européens et les États-Unis, les Russes sont les seuls adultes dans la pièce. Ils vont jouer le rôle des adultes, les hommes d'État expérimentés, l'État mûr prêt à résoudre les choses diplomatiquement si c'est possible, n'est-ce pas? Mais comment faire cela avec une bande d'enfants qui se lancent des boulettes de papier, collant du chewing-gum sous les bureaux, se tapent dessus, bref, tout ce que font les enfants. Malgré tout, la Russie doit continuer à jouer ce rôle pour le reste du Sud global. Parce que je pense que c'est Marc. C'est là le point. Nous devons prendre un peu de recul par rapport à l'Ukraine pour voir ce qui se passe dans toute la région. Vous savez, de l'Eurasie à l'Asie de l'Ouest, voire jusqu'au Venezuela, il faut regarder la situation dans son ensemble. Il y a eu une réunion en Iran à laquelle ont participé la Russie, la Chine, l'Iran et le Pakistan. Ils se sont réunis pour parler de l'Afghanistan. Les États-Unis veulent à nouveau envoyer des troupes en Afghanistan. Et un autre point. Aujourd'hui ou demain, Netanyahou se rendra aux États-Unis pour discuter avec Donald Trump. En ce moment, il ne s'agit plus du programme nucléaire. Leur nouveau discours consiste à bombarder le programme de missiles iranien. Ce n'est pas possible, parce que tout a été anéanti. Je veux dire, Trump l'a bien précisé. On ne peut pas dire que ça ne l'a pas été, parce que ça l'a été, n'est-ce pas? C'était l'anéantissement le plus anéanti, la meilleure anéantitude de toute l'anéantitude qui ait jamais été anéantie. Il bombarde la Syrie, Marc. Il bombarde la Syrie. Et regarde le cas du Venezuela. Tu sais, observe toute la situation de la politique étrangère des États-Unis. On voit un énorme désordre en cours. Et dans ce grand désordre, on aperçoit un peu d'espoir avec Kuznetsov et Kushner. Peut-être qu'ils pourront accomplir quelque chose. Non, non, arrête, Nima. Il n'y a aucun espoir là-dedans. Arrête avec l'espoir. L'espoir est la mort de l'analyse. Arrête avec l'espoir. On pourrait dire que ce sont des gens bien intentionnés,
Sauf que je ne crois pas qu'un promoteur immobilier new-yorkais soit réellement une personne bonne ou bien intentionnée à quelque niveau que ce soit. Je suis désolé. Quoi que soit Jared Kushner, je ne crois pas qu'il soit une personne bonne ou bien intentionnée en quoi que ce soit. Mais ils sont non professionnels. Comme je l'ai dit, ils sont incapables, structurellement et professionnellement incapables, de toute forme de diplomatie nécessaire pour cela. La Russie a remporté une victoire diplomatique parce que le reste du monde, en dehors de l'Occident, a refusé d'accepter les exigences occidentales visant à cesser de commercer avec la Russie. Et à cause de cela, la Russie a pu maintenir son économie, voire la faire croître sous certains aspects, et préserver à un haut degré son soutien politique intérieur et sa stabilité, tout en poursuivant la guerre d'usure. Je sais que beaucoup de gens sont impatients. Ils veulent que cela se termine plus vite et disent « Oh, cela crée tellement de problèmes ». Mais vous savez, c'est parler après coup. Les Russes prennent en compte de nombreux facteurs. Pas seulement ce qui se passe sur le champ de bataille, ni seulement les relations avec l'Occident, mais aussi celles avec le reste du monde. Et le reste du Sud global, si l'on veut dire, mené par les BRICS, est heureux de voir la Russie jouer ce jeu diplomatique. Voilà. Au moins, cela montre une certaine volonté et encore une fois une forme de maturité politique. Au moins l'idée d'en poser la possibilité et de faire semblant d'y croire. Donc ils font semblant. Mais je ne pense pas que quiconque au sein du Kremlin y croit vraiment. Je pense que si quelqu'un, dans le processus décisionnel du Kremlin, le Conseil de sécurité nationale russe, qui est le principal organe de décision de la Russie, le nouveau Politburo russe, si l'on veut l'appeler ainsi, si quelqu'un, jusqu'à présent, s'accrochait encore à l'espoir d'un règlement diplomatique, c'était probablement Poutine lui-même. Oui, je pense que le reste de cet organe décisionnel du Kremlin a depuis longtemps abandonné cette idée. Et maintenant, vous savez, je pense que même Poutine doit l'accepter. Et vous savez, pour que Poutine soit cette personne et fasse preuve d'un tel niveau de retenue, nous devrions tous lui en être reconnaissants, car c'est la situation. Si d'autres personnes étaient aux commandes, si ce n'était pas Poutine, je sais qu'il existe cette croyance en Occident, et j'ai participé à des débats ces derniers jours avec certaines personnes. Elles pensent, « Oh, si nous nous débarrassions simplement de Poutine, ce serait fini, et tout irait bien. » Mais Poutine est le meilleur que l'Occident puisse espérer. Le meilleur. N'importe qui d'autre. Les Russes seraient bien plus durs que Poutine ne l'est. Donc, en tout cas, cela continue sur le terrain, et tout le reste devient simplement du bruit de fond. Mark, how about the assets? Europeans are talking about the assets. Marc, qu'en est-il des avoirs? Les Européens en parlent. Ils veulent accorder un prêt à l'Ukraine, et ils disent que plus tard, ils pourraient le récupérer du côté russe. Personne ne sait pourquoi la Slovaquie, la Hongrie et la République tchèque n'en font pas partie. Oui, c'est problématique. D'un point de vue stratégique à long terme, cela pourrait provoquer d'énormes problèmes pour l'avenir du conflit en Ukraine. Oui, donc le régime de Kiev a besoin d'un minimum absolu de 50 à 60 milliards d'euros, soit près de 100 milliards de dollars par an, rien qu'en soutien financier. On ne parle même pas d'aide militaire, simplement de soutien financier pour maintenir le régime à flot, garder les lumières allumées et payer les soldats. Ils ont besoin d'autant d'argent parce que leur économie est, pour ainsi dire, inexistante. Alors, d'où vient cet argent? Les États-Unis ont déclaré « c'est fini, nous ne fournirons plus cet argent ». C'est désormais aux Européens de s'en charger. Et les Européens s'efforcent de trouver comment faire, car ils s'accrochent encore à cette illusion qu'ils peuvent prolonger le conflit 6 mois ou 1 an de plus, et que l'économie russe finira par s'effondrer.
the Russian economy is going to collapse, right? You know, the next round of sanctions. D'accord. Tu sais, la prochaine série de sanctions, les 20e, les 21e, oui, ça va le faire. Et ensuite, la Russie sera finie, son économie s'effondrera et nous aurons gagné. Mais ce n'est pas l'économie russe qui est sur le point de s'effondrer, ce sont les Européens. Le Royaume-Uni et la France parlent tous deux de contracter des prêts auprès du FMI pour stabiliser leurs finances, car ils sont au bord de la faillite. L'Allemagne est en récession, en pleine désindustrialisation. Volkswagen ferme des usines en Allemagne pour la première fois de son histoire, cette semaine même. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Là où va l'Allemagne, les autres suivent. C'est l'encre économique de l'Europe. Alors, d'où vont-ils sortir cet argent? Ils sont tous lourdement endettés. Même l'Allemagne, qui avait autrefois le meilleur ratio dette-PIB, peine aujourd'hui. Et Merz a complètement abandonné cela et s'est mis à accumuler dette sur dette sur dette. D'où vient-il cet argent? Très bien. L'idée c'était, nous allons prendre ces avoirs russes, n'est-ce pas? Parce que, selon eux, c'est la guerre de la Russie. Et donc c'est à la Russie d'en payer le prix. Le problème, bien sûr, ce sont les règles du capitalisme établies par l'Occident il y a des décennies, l'immunité souveraine et tout le reste. Et le fait que la seule manière légale de vraiment voler cet argent, la seule manière légale, serait d'entrer en guerre contre la Russie. Dans ces circonstances, s'il y avait une véritable déclaration de guerre et une véritable guerre, alors il leur serait légalement permis de le faire, selon les règles qu'ils ont eux-mêmes contribué à établir comme droit international et droit international coutumier. Maintenant, ils ont essayé d'inventer une sorte de supercherie, n'est-ce pas? D'abord, ils détournaient les intérêts de ces avoirs gelés, qui se trouvent pour la plupart chez Euroclear, n'est-ce pas? Cette institution financière en Belgique, cette chambre de compensation. Il y a là au moins environ 200 milliards de dollars, à peu près. Les chiffres varient selon la source. Ils en détournaient donc les intérêts, mais cela ne suffisait plus. Alors, ils ont imaginé ce stratagème. Ils n'allaient pas voler l'argent directement, mais l'utiliser comme garantie pour contracter un prêt au profit du régime de Kiev, ce qu'ils ont appelé un prêt de réparation. L'Ukraine ne rembourserait cet argent que lorsqu'elle recevrait des réparations de guerre de la part de la Russie. Des réparations, quelque chose que l'on paye quand on a perdu un conflit. Donc, cela n'arrivera pas. Et ensuite, l'Ukraine pourrait le rembourser aux Russes, puis les Européens pourraient rembourser aux Russes l'argent qu'ils avaient gelé. C'est ce genre de manœuvre financière circulaire. Et tout cela reposait, vous savez, sur l'idée que la Russie paye pour tout. Cela n'arrivera pas, parce que la Russie ne va pas perdre. Elle ne paiera pas de réparation. Tout cela a été mis en suspens. Et il y a eu à un moment donné une véritable prise de conscience. Retirer cet argent exposerait Euroclear, et donc la Belgique, et d'une certaine manière aussi l'euro en tant que monnaie de réserve, a une responsabilité juridique pour l'ensemble de l'affaire. Et les répercussions sur l'euro, vous savez, la perte de confiance en lui comme monnaie de réserve. Et oui, la Russie n'allait pas les poursuivre devant un tribunal européen, n'est-ce pas? Parce que, bien sûr, cela ne fonctionnerait pas. Mais la Russie les poursuivrait devant un tribunal situé dans une région du monde plus favorable, disons à Singapour, à Hong Kong ou quelque part dans le monde arabe, où Euroclear possède des actifs. Ils pourraient y intenter une action, présenter leurs arguments, et ils sont assez confiants quant à leurs chances de gagner. Ensuite, ils pourraient saisir les actifs d'Euroclear. Euroclear serait tenu pour responsable, et ce pays ordonnerait que ces actifs soient remis à la Russie en guise de compensation. Euroclear craignait cela, et d'autres ont commencé à comprendre les effets de retour d'un vol d'argent russe, ce que cela signifierait pour Euroclear en tant qu'institution, et pour l'euro en tant que monnaie de réserve pour le reste du monde qui garde son argent en Europe, n'est-ce pas?
Parce que ce qui peut être fait à la Russie pourrait ensuite être fait à n'importe qui, n'est-ce pas? Les Arabes n'aiment vraiment pas ça, parce que vous savez, nous savons tous que le monde occidental regarde toujours les Arabes d'un œil critique pour ne pas avoir une culture occidentale, pour être des monarchies, pour être, vous savez, des sociétés misogynes et ainsi de suite, et à quel point cela pourrait facilement se retourner contre eux. Au départ, il n'y avait que la Hongrie et la Slovaquie qui s'y opposaient, car elles sont, disons, sceptiques vis-à-vis de l'Ukraine depuis un certain temps déjà. Mais au cours des dernières semaines, nous avons vu le PDG d'Euroclear sortir publiquement pour supplier les Européens. Ne faites pas ça. La Banque centrale européenne a déclaré « Non, ne faites pas ça ». Le FMI a également dit « Ne faites pas ça. Cela va saper tout notre ordre capitaliste mondial. » Nous avons vu les Américains, l'administration Trump, déclarer « Ne faites pas ça, car nous avons déjà des projets pour ces avoirs russes gelés, comme incitation, afin de rendre à la Russie au moins une partie dans le cadre d'un accord négocié. Et au fait, dans ce plan, en 28 points, nous allons en garder une partie pour nous, parce que Trump doit être payé, n'est-ce pas? Donc, vous ne pouvez pas prendre cet argent, car nous avons déjà prévu son utilisation. Et puis, la semaine dernière, nous avons vu l'Italie, la Bulgarie, Chypre et Malte. Chypre et Malte étant, vous le savez, des centres financiers. Ce sont de petits centres financiers, mais ils sont vraiment inquiets de la direction que tout cela prend. En fin de compte, ceux qui poussaient cette initiative, von der Leyen et la Commission européenne, Merz en Allemagne et Starmer au Royaume-Uni, ont échoué. Ils n'ont pas réussi à forcer la Belgique à l'accepter. On dirait que Macron a changé de camp. C'est clairement un type peu fiable. Ils changent d'avis sans arrêt, non? Donc, ils ont échoué à le faire passer de force. Ce qu'ils ont trouvé à la place, c'est encore plus de manœuvres financières douteuses, n'est-ce pas? Ils vont contracter un prêt sur le budget commun de l'Eurocomer. Quelles institutions financières vont-ils solliciter? Qui sera responsable de quoi? Tout le monde sait que le régime ukrainien ne remboursera jamais ce prêt, non? Alors, comment cela va-t-il fonctionner? Quelle logique du type « ne rien voir, ne rien entendre, faire comme si la réalité n'existait pas » va bien pouvoir convaincre une institution financière de réellement fournir l'argent pour ça? Mais ils veulent accorder un prêt de 90 milliards d'euros sur 2 ans à l'Ukraine, basé sur le budget commun de l'Eurocomer. Et voici comment ils essayent de présenter la chose. Déclarer, de manière rhétorique et informelle, que l'Ukraine ne sera jamais censée rembourser cet argent tant que la Russie ne lui aura pas versé de réparation, n'est-ce pas? Ce qui n'arrivera jamais, n'est-ce pas? Maintenant, ils peuvent le dire de manière informelle, et ils insistent beaucoup là-dessus, mais ce n'est que de la communication, n'est-ce pas? Des mots en l'air. Cela ne veut rien dire. En réalité, ils n'utilisent pas, ni physiquement, ni financièrement, les avoirs russes comme garantie, comme un véritable prêt de réparation. C'est une fiction qu'ils ont inventée. Donc maintenant, il s'agit davantage d'intention. Mais l'intention ne veut rien dire, n'est-ce pas? Et l'intention n'a aucune valeur juridique, ni quoi que ce soit qui puisse être contesté devant un tribunal. Donc au final, oui, ce sont les contribuables européens qui vont payer. Et soyons francs, 90 milliards d'euros ne dureront pas 2 ans. Cela ne tiendra même pas 1 an. Cela permettra probablement au régime de Kiev de tenir jusqu'au milieu de l'été, peut-être la fin de l'été. C'est tout. Et alors, où en sommes-nous? Il n'y a presque plus d'espoir. C'est pourquoi je ne pense plus que le soutien financier à la guerre en Ukraine soit crucial. Il a diminué de façon drastique. Tout s'effondre, n'est-ce pas? Tout ce qui maintient cela politiquement, le régime lui-même s'effondre. Je veux dire, qu'est-il arrivé à Umarov
qui était aussi impliqué dans tous ces scandales de corruption avec Yermak et Mindish et tout le reste. D'ailleurs, Yermak n'a encore jamais été officiellement inculpé de quoi que ce soit, n'est-ce pas? Donc les États-Unis ont donné le feu vert, puis ils l'ont retiré, ils l'ont donné puis retiré, c'est comme ça. Mais cela a déstabilisé Zelensky. Se débarrasser d'Yermak, tout ça, ils sont plus politiquement instables qu'ils ne l'ont jamais été. Ils traversent donc une catastrophe sur le champ de bataille, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore un effondrement, n'est-ce pas? Mais ça s'effrite, non? C'est un effritement évident tout le long de la ligne de contact, n'est-ce pas? Le régime de Kiev, il faut le dire, fait un effort suicidaire pour lancer des contre-attaques à Kupiansk et probablement à Pokrovsk dans les prochaines semaines. Mais c'est de la communication, non? Ils n'ont pas réellement la capacité de renverser la situation. S'ils repoussent un peu les Russes avec un effort titanesque, ou qu'il y a un flux et un reflux, ils peuvent y parvenir pendant quelques semaines, puis la Russie les repoussera à nouveau, n'est-ce pas? Et ils seront encore plus épuisés par le processus. Ils ne sont pas capables d'inverser les grandes tendances sur le champ de bataille, n'est-ce pas? Même s'ils l'étaient, ils épuiseraient simplement leurs forces, car tout ce qu'ils dépenseraient pour cela serait bien mieux utilisé en défense qu'en attaque. C'est simplement la réalité de la guerre. Donc, la situation sur le champ de bataille ne cesse de se détériorer. La Russie avance à un rythme de plus en plus rapide, n'est-ce pas? Tout va dans son sens sur le plan économique. Bon alors, apparemment, ils ont maintenant un plan. C'était pas le plan A, ni le plan B, ni le plan C, c'est plutôt le plan D, pour essayer de maintenir le régime de Kiev à flot pendant encore 6 mois. Et c'est là-dessus qu'ils se sont arrêtés. Et d'ailleurs, c'est une énorme humiliation pour von der Leyen, pour Merz, pour Starmer, tu sais, tous ceux qui ont fortement soutenu cette idée. Et ils n'ont pas réussi à forcer le reste de l'UMU à suivre, ni à convaincre les récalcitrants sur ce point et dans les autres institutions. Donc ils se retrouvent avec une crise politique, économique, militaire. C'est une crise, non? Je veux dire, ils sont dans une très mauvaise position. Ils pourraient tenir encore 1 an s'ils trouvent de nouveaux financements, s'ils inventent quelques nouvelles astuces financières pour contracter un autre prêt par-dessus leur prêt. Non? Et de toute façon, dans le cadre de ce prêt, voilà. En réalité, seule une partie de ces 90 milliards va à l'Ukraine, car une autre partie sert à rembourser d'autres prêts déjà accordés à la campagne. N'est-ce pas? Ils construisent ici des châteaux de cartes financiers pour maintenir tout cela en vie, en vendant leur propre avenir au passage. L'Europe est, d'une certaine manière, encore plus perdante dans toute cette affaire que l'Ukraine. Cela ne se terminera pas bien pour elle, car au fond, il s'agit d'un conflit qui façonne l'ordre mondial. Il est presque certain qu'à la fin, l'ordre mondial aura changé de manière notable, et les Européens se retrouveront perdants à peu près sur tous les plans. C'est un changement plus tectonique. Je veux dire, c'est une transformation de l'ordre mondial, par définition, tectonique. Et la Russie s'est, oui, réaffirmée comme une grande puissance qu'on ne peut pas nier. Parmi les 3 grandes puissances, la Russie est la plus faible, tout simplement parce qu'elle a littéralement la moitié, moins de la moitié de la population des États-Unis, qui eux-mêmes ont moins de la moitié de la population de la Chine, n'est-ce pas? Cela compte, il y a d'autres facteurs à prendre en compte bien sûr, mais au bout du compte, cette réalité démographique ne changera pas. Oui, la Russie dispose de plus de terres et de ressources, mais cela, tout en offrant des avantages, pose aussi ses propres problèmes en matière d'infrastructure, d'investissement et de tout le reste. Donc, la Russie est, vous savez, démographiquement dans la même situation que le reste du monde développé. Leur perspective démographique
avec des familles ayant moins d'enfants et tout ce qui s'ensuit, signifie que leur population va diminuer, n'est-ce pas? Means that their population is going to go down, right? Not as fast and as steep as some other countries. Say, Pas aussi rapide ni aussi prononcé que dans certains autres pays, disons l'Ukraine, n'est-ce pas? Ou le Japon, ou vous savez, d'autres encore. Mais ils ne vont pas connaître une forte augmentation de leur population, n'est-ce pas? Les États-Unis, vraiment, en tant que pays d'immigration, même maintenant, avec l'administration Trump complètement opposée à cela, sont le seul pays encore capable de croître en termes de population, et cela uniquement grâce à l'immigration. Donc, oui, ce sont les trois. Et l'Europe n'est tout simplement pas une grande puissance. Je veux dire, cela a été reconnu dans les pages de certaines grandes publications européennes la semaine dernière. L'Europe doit accepter le fait qu'elle n'est pas une grande puissance. Elle ne l'est pas. Elle n'a plus de place à la table. Et elle se lamente. Oh, le monde est maintenant, avec Trump et le nouveau Conseil de sécurité nationale des États-Unis, divisé en sphères d'influence. Je pense, Marc, que ce que tu as mentionné, ce qui est important à propos de l'Europe, quand on la compare aux États-Unis, c'est que même avec ces politiques étrangères stupides de la part de l'administration, à droite comme à gauche, nous avons encore des gens aux États-Unis qui en parlent, qui critiquent ce qui se passe. En Europe, on ne peut pas faire ça. Ils ont imposé des sanctions au colonel Jacques Vaux, simplement parce que chaque fois que je l'invitais, il se montrait profondément préoccupé par l'avenir de l'Europe. Il était très inquiet de la poursuite du conflit en Ukraine, et il ne voyait aucun sens à ce genre de politique stupide contre la Russie et à cette forme de haine. Il était totalement opposé à la guerre, mais même des gens comme lui, qui ne s'y intéressent pas, n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent. Non, Nima, tu te trompes complètement. Je suis russe. C'est moi qui vis dans un régime malfaisant, autoritaire et répressif. Tu te souviens? Ce ne peut pas être les Européens. Je veux dire, si on réduit quelqu'un au silence pour avoir proposé un récit alternatif, c'est forcément pour de bonnes raisons de sécurité, n'est-ce pas? Bien sûr, cela n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient totalitaires et désespérés, parce que c'est bien ce qu'ils sont, totalitaires et désespérés. Mais je m'inquiète davantage de la partie désespérée que de la partie totalitaire. Oui, ils sont désespérés. C'est de là que ça vient. Et d'ailleurs, ce n'était pas seulement Javier Moreau. C'était aussi la journaliste ukrainienne Diana Panchenko, qui fut autrefois une grande partisane du régime de Kiev, soit dit en passant. Il y avait aussi Mark Dugan, tu sais, toute une liste de personnes. Et eux, oui, c'est simplement de la peur, du désespoir, de la répression. On n'éteindra pas ces voix, peu importe à quel point ils aimeraient le faire. On pourrait avoir un peu de pitié pour eux si on le voulait. Moi non, mais on peut ça, en théorie. Merci beaucoup, Marc, d'être avec nous aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir de te parler. Je sais que Noël est différent de ce que nous avons ici au Brésil. Alors, est-ce le 6 janvier en Russie? Oui, je suis pas sûr que ce soit le 6 ou le 7. Ça change un peu, non? En Russie, la grande fête, c'est en fait le Nouvel An. Oui. Et ensuite, Noël arrive après le Nouvel An, selon l'ancien calendrier julien. Oui. Et Noël est une occasion sobre et religieuse pour les croyants, n'est-ce pas? Ce qui, en réalité, me semble être une bien meilleure façon de faire les choses. Donc, tous les cadeaux, les sapins de Noël païens, les couronnes, les grands festins et toute la boisson, tout cela se passe le jour du Nouvel An. Et par conséquent, chaque année aux États-Unis, on a ces querelles culturelles, n'est-ce pas? Le Christ dans Noël et tout le reste, ça devient vraiment agaçant à la longue.
En Russie, nous n'avons pas ces problèmes, car tout le reste se passe au Nouvel An. Nous avons tout cela, simplement à une autre date. Et puis, Noël est réservé purement à la dimension religieuse, pour les personnes qui croient en ces choses-là. Donc à mon avis, c'est une bien meilleure répartition des rôles. Alors oui, je le répète, le Noël russe n'est pas vraiment joyeux au sens du mot anglais. Mais je vous souhaite, à vous et à vos proches, une bonne année et de joyeuses fêtes. Et à vous tous qui m'écoutez, ne soyez pas offensés si je le dis ainsi plutôt que joyeux Noël ou autre, car, encore une fois, chez nous, Noël est véritablement religieux. Et ce n'est pas un joyeux Noël. We actually have a religious Christmas and it's not merry. So. Yeah. Merry Christmas to you too, Mark. Oui. Joyeux Noël à toi aussi, Marc. Merci, Nima. À bientôt, Marc. À bientôt. Veuillez aller sur Boosty, The Real Politic et soutenir Marc. Real Politic and support Mark. And Thank you support so much. dialogue works. Et soutien Dialogue Next. Oui, à la tienne. À bientôt, Marc. Au revoir. À plus.